Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Oui, mesdames et messieurs, nous sommes en direct dans l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel et nous sommes en direct avec notre chroniqueur, c'est Abdellatif El-Fekak. L'arc-en-ciel est à l'heure de l'analyse objective, ce qu'il faut analyser sur le construit du gouvernement de Sissaddin Al-Athmani 2017 au Maroc. C'est El-Fekak, ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan, bonjour. Bonjour et bienvenue dans l'émission que vous connaissez. Merci donc l'actualité oblige et nous sommes maintenant dans la première semaine de la formation d'un gouvernement tant attendu depuis un certain temps. Le gouvernement Sissaddin Al-Athmani et notre chroniqueur Abdellatif El-Fekak nous donnera son analyse d'une manière objective et professionnelle. Je vous en prie. Très bien, merci beaucoup Abdellatif. Aujourd'hui, ça sera ce qu'il faut retenir, c'est le construit d'un gouvernement qui est hybride de Al-Athmani, qui est dans la 15e chronique, numéro 15, et le changement de ce gouvernement entre, je dirais, le limogeage de Ben Keren, l'ex-premier ministre, chef de gouvernement, c'est le terme qui est consacré donc au niveau de la Constitution, et l'honorabilité d'un nouveau chef de gouvernement, Sissaddin Al-Athmani, d'être nommé par Sa Majesté le roi au Maroc, qui lui a témoigné sa confiance pour constituer ce nouveau gouvernement. Faut-il rappeler que les deux chefs de gouvernement, l'ex et le nouveau, sont du même parti, PJD, Parti de la justice et de développement. Mais ce gouvernement pose plus de questions sur le désordre de la constitution hybride du gouvernement de l'Athmani que de réponses sur le respect des principes de la Constitution, mais ne répond pas au discours du 6 novembre 2016 du discours du roi fait à Dakar, où il était en visite officielle et qui adressait un avertissement au chef de gouvernement, l'ex-gouvernement Ben Keren, et je cite: le Maroc a besoin d'un gouvernement sérieux, responsable. Toutefois, la formation du prochain gouvernement ne doit pas être une affaire arithmétique, comme s'il était question de partager un butin électoral. Fin de citation. Ce message a-t-il été compris et appliqué à la lettre, sinon dans son esprit, par le nouveau chef de gouvernement, Saïd Al-Athmani, au Maroc? C'est ce que l'on va analyser pour les auditeurs. La formation de ce gouvernement pose également plus d'hypothèses sur les profils des candidats, diamétralement parfois opposés dans certains ministères, différents sinon par leur personnalité et le profil politique, entre les technocrates, entre les hommes politiques et entre ceux qu'on en a mis et qui n'étaient pas du tout prévus dans la liste. Mais la problématique de cette coalition gouvernementale avec des idéologies différentes, sans vision, sans projet politique commun, moralité de l'histoire, est-ce que la démocratie marocaine gagne en changement de la personnalité de deux personnalités en passant de Ben Keren à Sissaddin Al-Athmani? J'ai l'impression que la lune de miel est terminée avec les islamistes, non seulement avec Ben Keren, mais c'est une question qui se pose aussi dans cette analyse. Il n'y a-t-il pas dans les partis politiques des fortes personnalités qui remplaceraient les 8 technocrates qui sont dans le gouvernement? Ce gouvernement pose également plus d'impression sur le choix du casting des ministres que de certitude sur les résultats d'un décalage culturel. Il y a dans les 6 partis qui sont hybrides, il y a plus de 7 technocrates ministres, il y a une élite avec des leaders technocrates dans les 6 partis, et on se pose cette question, comme je vous ai dit, est-ce que ce gouvernement n'a pas été capable, n'est pas en mesure d'affronter les dossiers également chauds et urgents avec des solutions de type alternatif? Alors la vision, je dirais, à long terme, stratégique à long terme du Maroc, dans les 30 prochaines années à venir, sinon cinquantaine pour l'Afrique, doit intégrer un nouveau marché de 300 millions de la CEDEAO. Faut-il donc avoir un ministre pour ça comme les autres pays africains? A-t-on besoin aujourd'hui des penseurs? A-t-on besoin d'une élite des partis politiques ou à défaut des conseillers du palais qui choisissent ce qu'ils veulent?
ce gouvernement hybride de l'Othmanie a-t-il une vision avec ces 6 partis qui le composent pour affronter la mondialisation et la montée des identités nationalitaires pour protéger leur propre pays contre l'immigration, contre la délocalisation des usines dans les pays à bas coût social ou du bricolage de l'arithmétique électorale par un gouvernement de transition pour passer le ramadan dans la quiétude et la sérénité selon l'agenda politique et qui pose problème simplement des élections anticipées. Ce sont des questions qui se posent. Mais si nous regardons maintenant la radioscopie de l'hybridité de ce gouvernement de l'Othmanie, c'est que le gouvernement est à l'image de l'électorat de la société politique du Maroc. Il reflète également l'arithmétique du poids du vote de chaque parti de la majorité gouvernementale, soit 6 millions de votants pour 16 500 d'inscrits au Maroc en âge de voter mais qui ne votent pas. Donc une majorité de 15% des voix qui sont exprimées. Le roi Mohamed VI a confirmé le mercredi 5 avril le gouvernement de Saad Din Othmani avec 39 ministres, dont 20 ministres à plein, ou je ne sais pas, d'autorité ou d'autonomie, avec un seul ministre d'État comme ministre des droits de l'homme, 6 ministres délégués et 13 secrétaires d'État. Avec ces 6 partis qui forment le nouveau gouvernement, sont le PJD, le RNI, le PPS, le Mouvement populaire, l'Union constitutionnelle et l'UCFP. Le PJD, dont le Ben Kiran a été limogé après la victoire électorale, a été confisqué, sinon dépouillé de sa victoire électorale, faisant donc cette radioscopie de l'hybridité de ce gouvernement. Alors je disais 39 ministres, des partis inégalement représentés, sans aucune mesure avec leur poids électoral. Ainsi, le PJD, arrivé premier aux élections et disposant de 125 députés, aligne 12 membres du gouvernement. Le RNI, par contre, 7, et avec seulement 37 députés. Faites la différence. De plus, dans la catégorie des ministres, c'est en termes de pôle qu'ils ont réfléchi, et le PJD arrive presque à égalité avec le RNI, avec 6 pour le premier et 5 pour le second, en plus du fait des technocrates qui sont de l'ordre de 8 à occuper des ministres de pleine souveraineté. Alors faut-il constater qu'il y a 2 blocs dans le gouvernement aujourd'hui en matière idéologique. Le PJD avec son allié le PPS qui domine le bloc conservateur et communiste ou socialiste ou progressiste, même si le PPS n'est pas dans cette logique, mais il est lié au sort du PJD qui totalise à tous les deux 15 membres dans cette hybridité gouvernementale, dont 8 ministres plein exercice. Par contre, le RNI, qui est le chef de file des libéraux, avec le mouvement populaire dans son camp, et en traînant avec lui l'UC, donc il dispose de 16 membres de cabinet et 7 ministres pleins ou d'autonomie totale, mais pas de souveraineté. Il y a une sorte d'équilibre numérique entre ces 2 blocs, l'un mené par le chef du gouvernement Salah Din Othmani et l'autre par le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et de l'eau et des forêts qui s'appelle Aziz Akhnouch et qui joue le rôle de contrepoids de balancier du plateau comme le numéro 2 du gouvernement, moralité de l'histoire, 2 berberophones qui se sont mis d'accord sur un gouvernement imposé, composé par Akhnouch du RNI, mais que dirige le PJD de Sin Othmani. Alors si l'on regarde un peu un tableau, le PJD, il a 12 ministres, dont 6 pleins, ministres délégués 2 et secrétaire d'État 4. Le RNI a 5 ministres d'autorité, 0 délégué, ministre délégué, 2 secrétaires d'État, ce qui lui fait donc un total de 7. Il faut ajouter donc le Mouvement populaire qui a 4, l'UCFP qui a 3, le PPS qui a 3 et l'UC qui a 2 et les technocrates sont de 8. Le total fait donc un gouvernement de 39. Il faut ajouter donc le Premier ministre, ça fait 40. Par contre, du point de vue de la surface des pôles
de gestion du gouvernement, par la nature de la qualité des ministres et leur importance budgétaire et du poids économique, le RNI domine totalement le PJD qui s'était accaparé des finances, des investissements, le monde rural, le maritime, les forêts dans sa globalité, le commerce, l'industrie, en plus de la justice et du sport, mais ce qui voulait Ben Kiran, sauf dans ces conditions en voulant rejeter l'UCFP, c'est le RNI qui l'obtient, et c'est un réseau entre les ministères et une ingénierie d'une architecture complexe de gouvernement qui débloque le blocage juridique que nous avons connu avec, et politique que nous avons connu avec Ben Kiran. De même, les ministres régaliens de l'État, au sens sociologique ou de souveraineté du palais, même, mais aussi au sens juridique et constitutionnel, ils sont réservés exclusivement aux technocrates sans affiliation politique. Je pense à la diplomatie, je pense à l'intérieur, je pense aux affaires étrangères, le secrétariat général du gouvernement et un grand pôle de l'éducation, de l'enseignement, de la formation regroupés, considérés comme trop peu régaliens, c'est-à-dire avec regret en raison de la régionalisation qui va prendre en charge ce pôle dans le futur. Mais ce ministère pôle réservé, il n'y a pas aujourd'hui de rumeur, on pensait que c'était... Mais Hassad, qui était l'ancien ministre de l'Intérieur, est aujourd'hui allié au mouvement populaire, mais considéré comme un technocrate, lui aussi, berbérophone pour des raisons d'équilibre, fut dans l'ancienne équipe de Ben Kiran comme technocrate. Bien entendu, la défense nationale fait partie des aspects régaliens de l'État. Et dans le groupe des ministres qui sont pleins de technocrates, s'alignent au moins 5. Autant que le RNI, presque autant. Alors la question qui se pose, est-ce qu'il n'y a pas de technocrates dans des gens de certaines valeurs dans les partis politiques? Alors pour les ministres régaliens, la société civile politique a constaté depuis que le gouvernement Ben Kiran 1 et 2 d'avoir des ministres politiques issus des partis politiques à la tête des ministres de souveraineté relève directement du chef d'État, tel que l'Etmani par exemple, qui a été dans l'équipe de Ben Kiran à la diplomatie, tel que Salah Eddin qui était du RNI, chef du président du RNI, qui était du RNI et qui avait tenu jusqu'à quelques jours le ministère de la diplomatie. Mohamed Lansar du mouvement populaire a été aussi dans l'intérieur. Aujourd'hui, il est PJD qui est ministre à l'heure actuelle, ministre d'État des droits de l'homme, mais qui était un ancien ministre de la justice et de liberté, qui relève des affaires régaliennes de l'État. Avec le Otmani, avec le gouvernement, on revient à l'ancien régime avec le respect régalien de l'État et des ministres de souveraineté. On en connaît les risques dans le sens des rapports entre leur gouvernement, le chef de gouvernement. Tout dépendra de la personnalité de ce dernier et qui semble plus consensuel et infiniment moins têtu, moins casse-pied que le poids lourd du précédent gouvernement du PJD, M. Ben Kiran. Et à ce titre, en dehors de Mohamed Ojjar, qui est ministre à la tête d'un département de la justice, les autres, l'intérieur, la diplomatie, le Habous, le secrétariat d'État du gouvernement et aussi l'éducation sont nommés directement par le palais et n'appartiennent pas ou n'ont pas appartenu à quelque parti que ce soit. Une seule secrétaire d'État est technocrate, c'est celle des Affaires étrangères, c'est Mounia Bousta, car ses fonctions de secrétaire d'État ont été dévolues au parti au nom de l'équilibre arithmétique et la satisfaction des égaux. Au total, hors Madame Bousta, il y a 7 ministres technocrates, 5 ministres pleins d'autorité, soit le 1/5 du gouvernement hybride avec une répartition sectorielle qui est la suivante en termes économiques. Le RNI occupe le ministre de l'économie, la finance, l'agriculture, la pêche maritime, le développement rural, les eaux et la forêt, l'industrie, l'investissement, le commerce, l'économie numérique, la justice et le sport. Par contre, le regroupement hybride du tourisme, le transport aérien, l'artisanat et l'économie sociale, ces 2 derniers postes sont détenus aujourd'hui par Sajid, qui est le président de l'Union constitutionnelle l'UC, mais qui s'est rallié avec un seul groupe parlementaire commun avec le RNI et qui mangera dans la main du RNI et lui demandera de
ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire et ce qu'il faut, et même quand il faut se retirer. C'est donc un petit poids plume face à un poids lourd, un seul coup de poing, et même s'il esquive l'uppercut, il va se retrouver avec un rhume carabiné et mortel. Il en est de même des ministres délégués des secrétariats d'État du secteur se sont attribués des personnalités relevant d'autres parties du RNI. C'est réglementairement le ministre de plein tutelle qui exerce et qui l'exercera vu le caractère du titulaire du poste. C'est une nouveauté au Maroc, à l'image des 16 super ministres en Espagne ou 10 super ministres en Suède. Or, au Maroc, c'est 39 ministres dans un gouvernement pour 35 millions ou 36, qui est un gouvernement hybride, qui est un gouvernement diabétique, gras, gros pour affronter des dossiers chauds et urgents depuis 6 mois d'attente à résoudre au niveau économique. Au niveau de ce qu'il faut retenir aujourd'hui au niveau économique pour le PJD, il a l'énergie, les mines, le développement durable, l'équipement, le transport, la logistique et les eaux, et a reçu des patates chaudes du social que personne ne veut prendre dans aucun parti, et qui furent confiés au PPS et le pays dans le gouvernement 1 et 2, tels que l'emploi, la formation professionnelle, le développement du social, la famille, la solidarité, l'égalité et le ministère des droits de l'homme qui est aujourd'hui vidé dans son sens parce qu'il y a un ministre de la justice et son éponyme, c'est le comité national du droit de l'homme. Dans l'un de ses présidents est nommé par le roi, plus il y a 4 associations de la société civile qui font double emploi, que va-t-il gérer au niveau national et international? C'est une coquille vide. Mieux, le PJD se partage ce volet social avec le PPS qui va gérer la santé, qui va gérer la politique de la ville. Alors des ministres coquilles vides, par exemple, un exemple, le ministre du Transport. Le transport aérien, la RAM, son président est nommé par le roi. Le transport ferroviaire, le président est nommé par le roi. La pêche maritime, où il est sous le contrôle du RNI. Le parti n'est autre que de Aziz Akhnouch. Le transport terrestre est confié à l'ONT. Les taxis et les taxis blancs et les taxis rouges de Casablanca ou d'autres couleurs du Maroc qu'on appelle les vaches folles ne sont pas aux mains du ministère du Transport, mais entre les mains du ministère de l'Intérieur pour délivrer des agréments, sinon pour plusieurs mêmes personnes, ou même des agréments pour plusieurs personnes, ou une seule personne, sans aucune règle citoyenne dans le cadre de l'état de droit, au même titre que les gardiens de voiture, dont les autorités délivrent par les caïds de quartier, les gouverneurs d'arrondissement, et qui relèvent du ministère de l'Intérieur, de moralité de l'histoire, à quoi sert le ministre du Transport et de l'équipement en dehors du miel électoral des élections législatives et régionales. Idem pour d'autres ministres, mais nous allons passer, si j'ai encore... J'ai 2 questions qui m'interpellent depuis le départ de cette intervention. La première concerne, vous avez parlé d'un nouveau gouvernement hybride, donc qui risque d'avoir quelques soucis. Selon vous, est-ce que Saad-Din Al-Athmani a de la marge réelle pour gouverner, ou bien on vit actuellement dans ce qu'on appelle un gouvernement d'union nationale hors le PAM et hors le Istiqlal? Non, ce n'est pas un gouvernement national puisqu'il y a une opposition, il y a des partis qui sont exclus. Mais disons qu'il a presque, je dirais, 65% de l'électorat. Mais disons que ce gouvernement, vous l'avez raison, il est hybride. Est-ce qu'il a les capacités? Est-ce que les jeux de manœuvre et de surface de négociation sont... Non, il est très réduit. Ce n'est pas le même poids que Ben Kiren. Imaginez, par hypothèse, que si Ben Kiren, au moment où il a été limogé, aurait demandé à ce que son parti soit dans l'opposition. On aurait eu un blocage juridique et un blocage constitutionnel. Car si Sa Majesté nomme quelqu'un, le parti se diviserait en 2. Il y aura des pour, il y aura des contre. Or, la ligne du parti était de ne pas faire intégrer l'UCFP. Or, c'était trop facile pour Saad-Din,
qui joue la flexibilité totale à l'encontre de son parti, qui est finalement, il intègre les 5 partis. Mais Ben Kira l'aurait fait dans 5 minutes lui aussi. Mais il y avait une ligne, donc le respect de la ligne politique, ce qui veut dire que n'a pas été respecté, ce qui veut dire que les jeux de manœuvre de l'Hetmani sont extrêmement difficiles, bien qu'il soit psychiatre. Le gouvernement aujourd'hui et l'État a besoin d'une thérapie de choc. On a reçu, tous les intellectuels, le choc, mais il n'y a pas, jusqu'à présent, de thérapie politique pour résoudre les dossiers qui sont chauds, et en raison aussi du profil de l'ensemble du casting qu'il a choisi. D'où l'idée de l'hybridité, et j'ai l'impression qu'il n'ira pas tellement très loin. Ça nous a permis d'éviter, peut-être pour quelques mois encore, je mets S, d'ici la fin, de ne pas faire des élections anticipées. Mais je pense, épistémologique, telle que vous l'avez posée aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a appris à l'école, on a appris un peu dans le monde entier, selon nos expériences, que pour qu'une société, qu'un gouvernement change, il faut qu'il y ait 3 aspects très importants. Le premier, c'est d'abord la valorisation de l'élite et les penseurs. C'est ces talents, ces think tanks, qui doivent être les catalyseurs, la dynamique de la motivation, qui doivent donner du rêve, qui donnent la mode par la réussite, qui deviennent des modèles et qui donnent une modélisation, un rêve, un imaginaire en faisant du marketing pour que tous les gens puissent faire des études supérieures et donc de lancer le bouchon très loin vers 30 ans, 40 ans. Ce ne sont pas des praticiens. On a besoin des gens qui voient que la Terre est ronde, pas celui qui la voit avec les yeux. La Terre est plate. Les yeux disent au niveau de... Les yeux donnent une information au niveau du cerveau pour lui dire que la Terre est plate. Non, monsieur. La Terre n'est pas plate. Elle est ronde. Pour la voir ronde, pour cette expression, mais il faut la voir avec un imaginaire parce que les yeux ne le permettent pas. Donc un praticien ne le permet pas. Il lui faut des études. Il va tout apprendre, certainement, mais ce que l'intellectuel a appris en 6 mois, il lui faut l'autre pendant 10 ans. Donc il faut du rêve, il faut des icônes, il faut la détection, il faut de la prévention, et il faut des stratégies à long terme. Comme celui de l'eau, par exemple. Vous avez 6 ministres aujourd'hui dans ce gouvernement de différents partis de l'eau. Et les deuxièmes choses qui sont étriquées parce qu'il n'y a pas de vision, c'est que dans chaque pôle, vous avez un ministre d'autorité et plein emploi, je dirais, mais pas de souveraineté, avec un ministre délégué d'un autre parti et un secrétaire d'État d'un autre parti. 3 visions diamétralement de type opposé. 2, il faudrait intégrer, bien sûr dans la mondialisation, dans le gouvernement, toute la technologie, et là on l'appelle les technocrates parce qu'ils sont indépendants des partis, mais c'est un environnement que l'on crée pour qu'il y ait ces belles fleurs qui vont monter, même je dirais dans la pourriture. La fleur, elle monte dans l'arbre, elle monte dans le terreau. Et ça, c'est très important qu'il y ait un environnement capable de gérer et d'avoir une vision, mais en y intégrant, bien sûr, l'ensemble de la technologie et la mondialisation. Sinon, on est biodégradable, on est laissé pour compte d'eux. Troisième chose qui me semble importante, et je termine, je ne resterai pas longtemps, ce sont des valeurs culturelles. Ce sont des valeurs, parfois même religieuses. Je pense à Max Weber, qui a pu transformer avec les protestants. L'individu a une mission abrahamique sur terre et pour revenir au paradis de Dieu, pour revenir au paradis, il doit enrichir le royaume de Dieu. Et ça se trouve en sport, ça se trouve partout où l'individu ne cherche pas l'argent, ne cherche pas une valorisation. Il règle son problème religieux parce que c'est une valeur culturelle avec Dieu. L'argent n'est qu'un moyen. Et là, c'est très important d'avoir ces types de valeurs que nous n'avons pas. Nous avons des valeurs mais qui sont contraires dans la pratique. Et ça pose des véritables problèmes. Alors ça, c'est pour votre première question. La deuxième, c'est une question qui traduit un petit peu des gens qui parlent d'autre chose, qui parlent à l'opposé par rapport à votre analyse, complètement. J'aimerais bien avoir votre avis. Le Maroc a subi pour la première fois dans son histoire
une absence de gouvernement qui a duré 6 mois et des poussières. C'est une première dans l'histoire du Maroc. Un. Deux, c'est un pays qui est jeune, un pays qui est en train de travailler sur la coopération sud-sud. Il y a un grand nombre de dossiers qui sont en attente. Il y a plusieurs engagements à l'international. Alors, mettons-nous à la place des gens qui décident par rapport à ce pays. Comment peut-on avancer d'un côté et dans un autre côté, on est encore loin d'avoir un exécutif capable de mettre en application les décisions royales, notamment l'Afrique et notamment les accords internationaux. Le souci qui se pose, et c'est la question que je me pose moi-même, est-ce que vous ne croyez pas que cette décision peut être rapide, j'ose dire, de construire un gouvernement de la sorte, avec ses failles, est-ce que c'est le moindre mal pour le mieux du pays? Oui, alors d'abord, il faudrait revenir sur les 6 mois. Quand une démocratie fonctionne parfaitement bien, il y a les règles arithmétiques, car nous sommes dans un régime qui est à la fois semi-parlementaire et semi-présidentiel. Et vous savez qu'il n'y a que 3 régimes présidentiels. Il y a le régime présidentiel américain que vous connaissez, où il n'y a pas de Premier ministre, le président il gère, et le vice-président ne fait que les relations entre le Parlement, enfin les congrès et les sénateurs aux États-Unis. Et ils sont tous des secrétaires d'État. Il n'y a pas de ministre aux États-Unis, et il y a toujours à peu près 24, et c'est le président qui est responsable de cette situation. C'est ce qu'on appelle un régime présidentiel. Pour juste un peu de pédagogie pour les gens qui ne... Deuxième type de régime, c'est le régime parlementaire. Et le régime parlementaire, la reine ou le roi ou le président ne règne pas, ou ne gouverne pas, il est morganatique, comme on appelle ça, c'est-à-dire qu'il n'a pas de pouvoir, mais celui qui a le pouvoir, c'est le Premier ministre. C'est le cas de l'Angleterre, c'est le cas d'Israël, c'est le cas d'un certain nombre de pays où le Premier ministre est très important, c'est en Angleterre, en Espagne, etc. Et là, c'est un régime de type parlementaire, et l'arithmétique joue, elle est très importante, on ne peut pas constituer un gouvernement si on n'a pas de majorité. La troisième chose, c'est un gouvernement, le troisième régime, c'est celui qui est de la France, qui a été créé par De Gaulle en 68 sur mesure, qu'on appelle un régime semi-présidentiel et semi-parlementaire. Le Maroc s'est inspiré, avec d'ailleurs l'ensemble des professeurs de droit de Bordeaux et de Hassan II, que Dieu ait son âme, pour constituer les différentes constitutions qui sont inspirées donc de la France, tous sans exception. Donc nous sommes dans un régime semi-présidentiel et dans un semi-parlementaire. Alors lorsqu'il y a une hybridité, lorsqu'on ne trouve pas un gouvernement, comme celui de Ben Kiran était fort et voulait imposer, mais il ne veut pas être, je dirais, très flexible, parce que c'est le poste qui est important, qui risque de diminuer, et nous allons nous retrouver donc non pas dans un poste comme chef de gouvernement, mais comme l'ex-premier ministre. C'est-à-dire que le palais, d'une manière générale, et c'est ce qui se dit un peu au Maroc, tire les ficelles à travers les conseillers, le reste c'est du folklore. Les partis politiques jouent le jeu, mais il n'y a pas quelqu'un qui puisse faire un bras de fer, y compris Ben Kiran. Autrement dit, s'il fallait changer, imposer, et qu'il y avait un blocage, imaginez l'hypothèse que je vous ai dit tout à l'heure, le PJD se mettrait en opposition. Le roi lui-même ne peut nommer personne dans le PJD, alors que l'article 47 dit que c'est le premier parti qui va avoir le premier poste. Alors là, on aura un blocage. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire? Il faut faire, éventuellement, mais ça on passera au niveau politique, il faut changer la Constitution, d'abord de l'article 47, en disant que peut-être qu'il y ait 2 tours, et dans les 2 tours, les gens vont se regrouper en fonction de leurs idéologies, en fonction des couleurs, parce que certains partis sont considérés par les intellectuels, ce sont des usines de peinture, qui choisissent la peinture en fonction des couleurs, aussi bien pour les technocrates, etc. Et donc, deuxième tour, tout le monde peut se présenter au premier tour des élections, mais dans le deuxième tour, ça permettrait de faire des regroupements idéologiques ou de personnes, ou peu importe, historiques ou autres, mais en tout cas, l'électeur, l'absentéisme total, le contribuable a une visibilité avant la constitution d'un gouvernement. Mais, pour ne pas tomber dans le cas espagnol, il faut donc modifier la loi, sinon on retomberait sur le cas espagnol
bis repetita, et on ne changera rien. C'est pour ça que je pense que tout à l'heure vous l'avez senti, il me semble que c'est un gouvernement de transition avec lequel on va passer le Ramadan, mais qui ne restera pas longtemps. Vu la répartition des portefeuilles, vu le profil des ministres et vu le poids des technocrates, le reste, ils n'auront pas, même les ministres de l'équipement où il y avait du miel électoral, où on donnait de l'argent, où on les faisait... Imaginez, le PJD, on lui donne aujourd'hui avec le PPS les ministres les plus difficiles. Un syndicaliste qui défendait l'emploi avec l'absence de modifier le code de travail, aujourd'hui va se trouver dans la formation. C'est Yatim, que vous connaissez, que je connais parfaitement bien, Si Mohamed, qui va se retrouver donc en train de gérer la formation professionnelle, qui est attaché au ministère de l'Éducation comme pôle, et qui va gérer la formation de type professionnel. Alors pour déloger quelqu'un, on le met comme secrétaire d'État, et il va gérer une nouvelle société d'entrepreneurial, mais pas salariale. Mais je ne sais pas s'ils ont les moyens de retransformer la société avec un investissement et de transformer la formation en fonction des métiers qui sont futurs. Or, le monsieur a toujours défendu que l'emploi au niveau syndical. Maintenant, il devient politique. Il y a un problème de formation, il y a un problème de vision. Écoute, Silfkak, on va laisser le temps au temps. Hein. Vous avez parlé du mois de Ramadan. On aura le temps encore de rediscuter par rapport à ce sujet. Peut-être il y a des choses que nous, on peut pas le savoir. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc, il faut pas dire comme quoi on sait tout. Peut-être une partie, mais on sait pas tout. Certainement, on sera agréablement surpris pour l'intérêt du Maroc. Pourquoi pas, Inch'Allah, comme on dit, hein. Mais c'est pour ça que les intellectuels ont fait des hypothèses quand on n'a pas les données. Les données dans les pays démocratiques, ils sont à la disposition de tout le monde. Mais quand on est dans les pays du tiers-monde, ils ne sont pas disponibles. Ils ne sont disponibles que parmi les initiés. Mais quand on est des ovnis et on tombe au niveau politique ou alors des novices, alors là, on a des gros problèmes de savoir comment les gens... Mais il y a des traditions historiques, il y a des traditions épistémologiques qui nous permettent de mettre des hypothèses. Mais l'hypothèse reste toujours à vérifier, à confirmer ou à infirmer. Justement. On a un petit peu de temps pour parler des dossiers chauds. La semaine prochaine, pourquoi pas, on va essayer de continuer dans ce débat parce que il y a je vous cache pas la vérité, donc aujourd'hui c'est un dossier très 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 chargé parce que il y aura la chronique aussi de Sibyl Gendous sur un volet qui rentre aussi dans cette affaire de gouvernement, hein, le volet émireux et le changement entre le positionnement architectural du ministère des Émireux qui était auparavant délégué, le ministère était délégué auprès du Premier ministre maintenant et les ministres délégués auprès du ministère des Affaires étrangères. On fait une dégradation. On donnera la parole à Sibyl Gendous et au président d'association qui vont pas tarder de prendre la parole derrière toi. Je vais l'écouter avec plaisir, mais le Maroc n'a pas gagné dans l'ordre avec les RME, il a gagné dans le désordre. C'est très bien. À très bientôt, Sifkak. À bientôt. Au revoir. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel animation festive. Arc-en-ciel au cœur du Maroc.